Aujourd'hui, nous allons parler de la fatigue normale et de la fatigue anormale. En fait, alors, comment on peut différencier la fatigue naturelle qui survient à la suite d'une surcharge de travail physique et intellectuel et qui régresse en 1 à 2 jours de repos, de la fatigue qui est prolongée, qui est souvent sans cause connue et qui demande habituellement un avis médical. Alors, il existe un test qui peut permettre de bien définir notre état de fatigue et de savoir s'il est dû à un effort ou si ses causes sont autres. Alors, quel fatigué êtes-vous? Donc toutes les fatigues ne sont pas identiques et n'ont pas les mêmes répercussions dans la vie quotidienne de chacun. Donc on va se poser un certain nombre de questions afin de mieux caractériser cette fatigue. La première question que va poser votre médecin porte sur le moment où survient la fatigue. Donc votre fatigue est-elle présente dès le matin au réveil? Survient-elle en arrivant à votre travail, en fin de matinée, en début d'après-midi, après le repas, à la fin de votre journée de travail, après un exercice particulier? Est-elle quotidienne ou uniquement certains jours? Est-elle ressentie pendant les week-ends et pendant les vacances? Maintenant, on va chercher à définir les circonstances de cette fatigue. Alors, question 1. Est-ce après un effort? Et quel est cet effort? Physique, intellectuel? Si oui, la fatigue est-elle ressentie dès le début de l'effort ou après un certain temps? Est-ce un effort pour le plaisir, comme une promenade, ou contraint, comme un travail parfois rébarbatif? Quatrième question, quel est votre niveau d'entraînement à ce type d'effort? Cinquièmement, est-ce après avoir rencontré certaines personnes? On a tendance à dire, oh, celle-là, elle me fatigue. Sixièmement, est-ce dans des conditions de stress? Quels sont vos horaires de travail? Vous avez des horaires classiques, des horaires décalés, des horaires de nuit? Enfin, identifions maintenant les manifestations de votre fatigue. Est-ce une sensation de faim, de fringale, de malaise, d'hypoglycémie, de vertige? Autre. Est-ce une incapacité à rester debout, un épuisement brutal ou bien progressif? Est-ce une nécessité à s'allonger, à se reposer immédiatement, à dormir? Êtes-vous irritable lorsque vous êtes fatigué? Est-ce que vous supportez moins certaines situations ou certaines personnes? Est-ce que vous supportez moins certaines sensations auditives, visuelles ou olfactives? Votre fatigue s'accompagne-t-elle de douleurs musculaires, tendineuses, des maux de tête? Si oui, de seul côté ou bien des deux? Votre fatigue cesse-t-elle après un moment de repos? Ou au contraire, elle se prolonge et s'accompagne d'un malaise post-effort ou qui perdure quelques heures, voire quelques jours? Votre fatigue disparaît-elle pendant vos vacances? Donc, les réponses à ces différentes questions peuvent permettre de mieux définir votre fatigue et de vous classer selon 2 catégories. Première catégorie, votre fatigue est normale et physiologique si elle survient en fin de journée ou après un exercice musculaire ou intellectuel intense, que ce soit à l'occasion d'une activité professionnelle ou de loisir, après un épisode aigu de stress physique ou psychologique, après une mauvaise nuit de sommeil, si on manque d'entraînement pour ce type d'exercice. Deuxième catégorie, votre fatigue est anormale si elle est présente dès le matin ou en milieu de journée, en l'absence d'efforts importants, si elle survient spontanément, sans raison particulière, dans des circonstances habituellement non fatigantes, lors de stress minime ou répétitif, si elle ne cède pas à un moment de repos suffisant. On parle alors d'asthénie. L'asthénie, c'est quoi? Pour le Larousse, c'est, je cite, un état de faiblesse générale qui est caractérisé par une diminution du pouvoir fonctionnel de l'organisme, non consécutive au travail ou à l'effort et ne disparaissant pas après le repos. Alors maintenant, on va voir comment une fatigue normale peut devenir chronique. Comme on l'a vu, la fatigue normale ou physiologique survient après un effort physique ou intellectuel qui dépasse les capacités du sujet. Cette fatigue régresse habituellement en 24 à 48 heures avec du repos, une bonne hydratation, une alimentation adaptée et un sommeil réparateur. La fatigue qui survient après un week-end festif et ou sportif ou des vacances sportives un peu trop intenses, sans temps de récupération suffisant. La sollicitation de notre organisme, liée à des activités différentes de notre ordinaire, dépasse nos capacités.
Cette fatigue physiologique doit être respectée pour éviter, comme on l'a déjà vu, un accident, une blessure. Pour repousser l'apparition de cette fatigue physiologique, il est possible d'augmenter ses capacités physiques par un entraînement progressif qui va permettre de relever le seuil d'apparition de la fatigue sans risque pour la personne. Attention, cette fatigue normale peut devenir chronique lorsque la phase de récupération n'est pas respectée ou est insuffisante et qu'un nouvel effort vient solliciter l'organisme qui n'a pas reconstitué son stock de carburant. Une hydratation insuffisante, une mauvaise alimentation ou un repos non réparateur, pour différentes raisons, sont souvent la cause d'une fatigue persistante chez une personne qui sollicite excessivement ses capacités physiques et ou intellectuelles. Normalement, un temps de repos suffisant permet de voir régresser cette fatigue qui est, là encore, un simple signal pour lever le pied. Il s'agit de trouver le bon équilibre entre le niveau des efforts et la récupération pour ne pas tomber en dette de récup et entrer dans le cercle vicieux de la fatigue. Fatigué, j'ai plus de mal à réaliser mes activités, j'ai plus de mal à réaliser mes activités habituelles, ce qui me demande davantage d'énergie et donc me fatigue encore plus. Je puise alors dans mes réserves qui ne se reconstituent pas. C'est vraiment un cercle vicieux. Alors, maintenant, voyons la fatigue du sédentaire. Notre organisme s'adapte en permanence en fonction de notre activité. Si nous avons une vie très casanière, que l'on utilise de manière très modérée nos muscles pour marcher, se déplacer, monter des côtes, des escaliers, eh bien on va ressentir une diminution progressive de notre masse musculaire et donc une capacité limitée à un effort donné sans fatigue dès que celui-ci dépasse nos habitudes quotidiennes. Bien sûr, quand on a une sclérose en plaques, c'est plus compliqué d'envisager de ne pas devenir casanière. Bref, l'absence d'efforts un peu plus intenses qui stimulent la marche musculaire induit des entraînements qui réduit nos capacités à un effort hors de notre routine. La pratique régulière d'une activité sportive, en tout cas d'une activité, 1 à 2 fois par semaine, maintient une masse musculaire suffisante qui permet une meilleure adaptabilité aux exercices du quotidien. Cette activité physique hebdomadaire favorise le sommeil pour permettre une bonne récupération. La pratique sportive est un bon régulateur du sommeil à condition d'éviter de pratiquer un sport intense le soir, parce que l'exercice, en augmentant la température du corps, ne favorise pas l'endormissement. Maintenant, voyons la fatigue qui est liée au stress, qu'on appelle parfois fatigue ou asthénie réactionnelle. C'est la plus fréquente. Cette fatigue est en général temporaire et trouve son origine dans des perturbations du mode de vie actuel, de plus en plus trépidant, avec la nécessité d'être de plus en plus productif dans sa vie professionnelle, mais aussi personnelle, familiale et sociale. Alors pour ceux qui travaillent, il existe souvent un surmenage avec des objectifs à remplir, toujours plus importants, ce qui peut conduire à un épuisement professionnel, ce qu'on appelle le burn-out. Alors à ce surmenage professionnel peut s'ajouter une fatigue physique et nerveuse liée au temps et aux conditions de déplacement, transport en commun, embouteillage, à distance. Les temps de récupération sont souvent limités à la portion congrue pour ne pas perdre de temps, et ceci sans oublier la deuxième journée de travail, de mère ou de père de famille, quand il faut s'occuper des enfants, assurer les trajets scolaires ou périscolaires quand on rentre du travail. Le confinement récent à cause de l'épidémie du coronavirus a été vécu très différemment par tout un chacun. Certaines personnes qui sont en télétravail ont pu ressentir beaucoup moins de fatigue quotidienne car ils n'avaient plus les temps de déplacement habituels et étaient donc dans de bonnes conditions de travail à domicile, alors que d'autres rapportent des difficultés liées à l'exiguïté de leurs conditions de travail et de leur présence du conjoint et de la présence du conjoint, des enfants de l'entourage, et à l'ambiance anxiogène générée par cette épidémie. Cette fatigue est liée au stress et aussi très dépendante de l'état d'anxiété de chacun en fonction de ses problèmes familiaux, professionnels ou psychosociaux. L'anxiété, il faut bien comprendre que l'anxiété entraîne une moindre résistance au stress et même à la fatigue normale. De plus, l'état anxieux facilite les insomnies, d'endormissement
ou les insomnies dites de réveil précoce, avec une sensation de repos non réparateur. Les anxieux ont beaucoup de difficultés à arrêter le petit vélo qui tourne dans la tête. Alors, on peut utiliser des méthodes donc, de relaxation pour diminuer l'état d'anxiété et ainsi favoriser un sommeil plus serein. Voyons maintenant la fatigue qui est liée au manque de sommeil. Donc, quand on a un problème de manque de sommeil réparateur, ou bien par exemple des horaires qui sont décalés de travail avec des difficultés d'endormissement, eh bien, alors, je dois vous parler d'une enquête de l'Institut national du sommeil et de la vigilance de 2014 qui montre que la moyenne de sommeil des Français adultes est de 6,55 heures, donc 6h55 en semaine, et de 8h02 pendant le week-end. Ce qui montre clairement un déficit en semaine partiellement compensé dans le week-end. 36% des Français adultes dorment moins de 6 heures par nuit en semaine. Moi, il faut au moins 6h30, voire 7 heures. Un actif sur 3 effectue au moins une sieste par semaine d'une durée moyenne de 47 minutes. 27% des actifs sont somnolents ou très somnolents dans la journée, selon les critères du score d'Epworth. Donc ça, c'est une échelle de somnolence. La qualité du sommeil est aussi importante pour prévenir la fatigue. Il est important de bien soigner son sommeil pour bien récupérer. Il convient donc de se coucher à heure régulière lors du passage du petit train de nuit. Passage du train du sommeil. Pardon. Être dans la mesure du possible dans une ambiance calme, éviter les excitants, type thé, café, alcool, après 16 heures, parce qu'ils agissent sur le sommeil 4 à 6 heures plus tard. Il faut également éviter les écrans de télévision, d'ordinateur, de téléphone portable, parce que la lumière bleue des écrans bloque la sécrétion de mélatonine. Moi, ça m'empêche pas de dormir, hein, mais parce que je me couche très tard, c'est pour ça. Donc la mélatonine est l'hormone du sommeil, dont la synthèse est induite par l'obscurité, mais inhibée par la lumière. Alors, cette mélatonine, c'est une hormone qui est sécrétée par la glande pinéale ou épiphyse. Elle régule la synchronisation de l'alternance veille-sommeil en favorisant l'endormissement. Elle est utilisée comme médicament pour traiter les insomnies des personnes de plus de 55 ans et pour corriger les troubles d'endormissement liés au décalage horaire. Alors, on verra la fois prochaine les solutions naturelles pour réduire cette fatigue, en tout cas pour agir sur la fatigue. Ce que l'on peut faire pour modifier, ce que l'on peut modifier dans notre hygiène de vie pour ressentir moins de fatigue.